Bonjour à tous, bienvenue en 2050. Alors 2050, quand j'avais pas ces cheveux gris, on s'imaginait que tout le monde se nourrirait avec des pilules, que les robots s'occuperaient de toutes les tâches ménagères et de toutes les tâches pénibles en général. On pensait qu'on allait passer toutes nos vacances sur la Lune ou sur Mars. On s'est complètement trompé. On s'est trompé sur tout, mais on a besoin aujourd'hui de reconstituer une utopie. Donc c'est pour ça que le Festival Deauville Green Awards s'est associé avec Cergy Paris Université pour se tourner vers des experts et leur demander quelle est leur vision à la fois souhaitable et possible de l'avenir. Qu'est-ce que sera le monde en 2050 ? Les crises écologiques, environnementales tendent à amener les gouvernements vers des solutions autoritaires pour le bien de la population, mais il faut que ce soit les usagers nécessairement qui soient les garants de l'intérêt général. Ça ne peut être une autorité supérieure. Et par conséquent, il faut que ce soit les habitants des territoires qui s'approprient l'outil démocratique, non pas qu'ils attendent de la part de gouvernants quelconques qu'on leur attribue des droits, mais plutôt qu'ils s'octroient ce droit eux-mêmes. Parce que c'est que de cette façon-là qu'on pourra faire vivre la démocratie. Donc, pour répondre à la question initiale, qui est de savoir si la démocratie existera en 2050, je peux répondre en inversant le propos. S'il n'y a pas de démocratie en 2050, il n'y aura pas d'existence. Jusqu'à présent, c'est en déléguant nos pouvoirs qu'on voit la situation catastrophique d'un point de vue écologique dans laquelle nous nous trouvons en 2020. Donc en 2050, ce qui est absolument fondamental, c'est qu'on arrive à ce point qui est une démocratie collective. Et pour que cette démocratie se fasse, il faut qu'il y ait un rapport de force qui s'exerce. Et donc on est en train d'accélérer des extinctions d'espèces vertébrées et invertébrées. On est en train d'empoisonner nos sols, de polluer nos nappes phréatiques. Et je pense que la question d'usager et d'intérêt général sera prépondérante. Et je pense qu'à l'avenir, il faut que ces usagers montrent cette nécessité et cette envie profonde de préserver les territoires. C'est que de cette façon-là qu'une démocratie pourra exister. Je pense que la démocratie, justement, elle doit être la plus ciblée, la plus locale. On a besoin de sentir, de toucher, de parler. À l'inverse d'un e-citoyen ou d'une e-démocratie, moi je crois plutôt qu'on doit relocaliser énormément la démocratie à travers des assemblées locales décisionnelles. On a besoin de se reconnecter à nos territoires et à faire société, mais dans la matière, là où nous nous trouverons, pas du tout à travers Internet. Les étapes qui vont nous attendre dans les années à venir, selon les rapports scientifiques et les tendances qui sont prises par la société, vont mettre l'écologie au cœur des enjeux. Et donc, il est évident qu'on jugera l'efficacité et la compétence de celles et ceux qui voudront diriger à leur façon de répondre aux enjeux écologiques sans sacrifier les prises de décision collectives et donc la démocratie. Mais il est évident que l'écologie en 2050 sera plus que jamais au cœur de tous les enjeux. Ça, c'est une certitude. Actuellement, notre chaîne agroalimentaire est dite linéaire. Produisant en masse, elle se compose de producteurs, transformateurs, grossistes, distributeurs et consommateurs. Chaque partie agit pour son propre intérêt et la distribution concentre tous les pouvoirs. Cette chaîne ultramondialisée génère à tous les niveaux pollution et gaspillage alimentaire. En 2020, elle commence à s'infléchir, poursuit sa courbe en 2050 et devient véritablement circulaire vers 2120. Pour quelles grandes conséquences ? Chaque acteur est désormais interdépendant, sans domination particulière, avec une répartition équitable de la valeur et une action locale. Nous serons surtout devenus des flexitariens, à savoir des mangeurs consommant peu de viande, une tendance enclenchée d'ailleurs depuis les années 1980. Les véganes, quant à eux, deviendront une sorte d'étoile polaire inspirante d'idéal à atteindre. À l'autre bout, nous aurons cependant toujours des carnivores assumés. Mais dans tous les cas, la qualité artisanale supplantera la quantité industrielle.
Les élevages en batterie laisseront place à des animaux plein air nourris à l'herbe ou aux céréales produites sur la ferme même. Un bien-être animal et végétal augmenté sera devenu la norme. Bref, la notion de végétal heureux sera courante, mais la viande aura, pour longtemps encore, droit de cité. Je ne sais pas si nous aurons toujours chez McDo, car ce n'est pas lui qui a inventé le fast-food. Déjà, les Romains de l'Antiquité avaient l'habitude de consommer sur place une street food de qualité, produite localement par une armée de petits vendeurs de rue. Il est encore courant en 2020 de se substanter de cette façon-là. Donc, en 2050, ce sera une nourriture de quartier produite localement qui prédominera. Une pizza industrielle peut contenir de nos jours jusqu'à 150 ingrédients alimentaires ultra transformés ayant parcouru la moitié du globe. En 2050, notre pizza contiendra seulement une dizaine d'ingrédients naturels garantis zéro additif et made in local. Cette notion de local va évoluer. Nous passerons du made in France au made in région jusqu'au made in Toulouse avec une notion clé, le récolter et fabriquer sur place à partir de semences anciennes et races animales et rustiques. Enfin, des villes nourricières défendront des savoir-faire locaux avec une fabrication à la ferme ou en micro-usine artisanale, comme au XIXe siècle. L'ère du locavorisme commence en fait. Il est probable que nous soyons largement entourés d'espèces domestiques, d'espèces modifiées par l'homme, mais malheureusement, en 2050, la plupart des grandes espèces de notre bestiaire enfantin, je pense notamment aux grandes espèces asiatiques, africaines ou d'Amérique du Sud, auront pour la plupart disparu ou seront dans quelques musées ou parcs zoologiques. Il y a des accords internationaux à convenir, c'est ceux qui sont discutés au sein des grandes conférences des parties, la COP15 notamment, qui se tiendra en 2021, ou le Congrès mondial de la nature, tenu par l'UICN, également en 2021, qui seront des objectifs extrêmement importants pour fixer des scénarios, fixer des caps d'ambition d'ici 2030 et 2050. À noter que l'on nous parle désormais non pas d'arrêter la perte de biodiversité, mais bien de devoir regagner 20% de la biodiversité détruite. Et puis à des échelles plus locales, notamment l'action des ONG, les associations de protection de la nature, qui sont extrêmement présentes et qui vont permettre d'aller ponctuellement préserver, voire réintroduire telle ou telle espèce qui est menacée d'extinction ou même au bord de l'extinction pour certaines déjà disparues. Il est désormais possible, notamment avec le Global Biodiversity Score, donc qui est un outil de mesure de l'empreinte biodiversité des entreprises ou des portefeuilles financiers, véritablement d'avoir une idée de l'empreinte biodiversité, de ce que l'on est en train de faire, de notre activité, de notre chaîne de valeur, et donc de nos choix, de le prendre en considération pour pouvoir réorienter ces stratégies. C'est un point extrêmement important. Il y a certainement également un certain nombre de solutions qui ont émergé, je pense notamment avec l'apparition de nouvelles technologies. On sait maintenant suivre au plus profond des océans ou très haut dans le ciel des oiseaux ou des baleines ou des poissons ou autres qui se déplacent et qui vont nous permettre de bien comprendre quels sont leurs besoins écologiques et donc la nécessité de mettre en place un certain nombre d'actions de préservation. Donc aujourd'hui, en fait, on a vraiment la capacité d'avoir notre destin en main. C'est une question de choix, c'est une question d'humilité, je le redis, de positionnement de notre responsabilité, nous, hommes, vis-à-vis de la nature. Nous avons un devoir qui est de préserver cette nature, devoir que nous devrions d'autant plus accepter qu'il n'y a pas d'avenir véritablement sur Terre pour l'homme sans la nature. Aujourd'hui, depuis 40 voire 50 ans, on augmente les distances que nous parcourons et face à la crise du pétrole et à la crise énergétique, il est probable qu'on ne pourra plus faire autant. Et donc la question pour 2050, qui n'est que dans 30 ans, c'est est-ce qu'on pourra continuer à se déplacer autant ? Il est assez probable, vu la vitesse à laquelle le parc se renouvelle, que nous aurons toujours des voitures à essence et des voitures diesel, mais il y aura un développement d'autres types de carburation et il y aura probablement beaucoup moins de véhicules de manière générale motorisés dans les centres-villes, puisqu'il y a de plus en plus d'interdictions, de restrictions d'accès
et que les centres urbains sont le futur de la population mondiale. Quand j'étais petit, dans les années 70, on nous annonçait déjà pour l'an 2000 la voiture volante, la voiture autonome, la voiture électrique. On est en 2020, on voit bien qu'il n'y a pas de voiture volante, les voitures électriques c'est 1% du parc mondial, et on est toujours au volant. Or, on est aujourd'hui en train de définir la ville de 2050, parce qu'une ville, ça se fait en 80 ans, et donc c'est ce qui se décide aujourd'hui qui fera la ville de 2050. Et a priori, certes, il y aura une automatisation sur des navettes, sur des métros automatiques, peut-être sur des bus, sur les véhicules 100% autonomes, avec nous qui serons à l'intérieur en train de lire ou en train de dormir. Il y en aura quelques-uns probablement, mais ça relèvera à mon sens probablement de l'ordre du gadget. Très probablement, on va aller vers des modes de déplacement individuels beaucoup plus développés. Et parmi eux, je fais le pari pour une question énergétique que la marche à pied, un truc totalement révolutionnaire et ultra technologique, que le vélo sous plein de formes, que ce soit le vélo tel qu'on le connaît, le vélo cargo, le vélo à assistance électrique, les tandems, etc., vont se développer et qu'on va développer également un certain nombre de petits outils motorisés qui iront à 15, 20, 30 km/h, mais pas plus. Et l'avènement des trottinettes dans les centres urbains est pour l'instant anecdotique, mais ça va dans ce sens-là, les monoroues, etc., etc. Est-ce qu'il y aura des choses complètement inédites? C'est possible, mais ça sera probablement marginal à la vitesse à laquelle les choses changent dans notre société. Il y a en gros deux grandes sources d'énergie. Il y a celles qui proviennent de la terre solide, qu'on a déjà largement exploitée, l'énergie fossile, la géothermie, le combustible nucléaire. L'enjeu pour l'avenir, c'est d'extraire l'énergie du soleil, soit directement, l'énergie thermique, photovoltaïque, soit indirectement à travers l'éolien, l'hydrolien, le biologique, et même la fusion nucléaire qui s'inspire des réactions qui ont lieu dans le soleil. Laquelle de toutes ces technologies va gagner sur les autres, va s'avérer la plus efficace, on ne sait pas encore. Au XVIIIe siècle, Louis XIV possédait 100 chevaux dans son écurie. Aujourd'hui, à peu près tout le monde possède 100 chevaux dans son garage. 1 litre d'essence, c'est l'équivalent de 10 jours de travail pour un ouvrier, un travail mécanique avec les muscles. Donc, c'est une énergie qui est quasiment gratuite. Et donc, ça va être très difficile de s'en séparer, de s'en débarrasser. Il y a des réserves jusqu'en 2050. En gaz, c'est certain. La pétrochimie restera active parce que c'est un usage noble du pétrole. Après, est-ce qu'on fera vraiment des réserves qui restent dépendra du prix de cette énergie. Et le prix dépend beaucoup des choix politiques, du modèle économique et de la société. Il y a effectivement aujourd'hui une course aux nouvelles technologies pour produire de l'énergie non carbonée. Le leader mondial actuel, à la fois en investissement et en production, sur l'éolien, sur l'hydro, sur le solaire, c'est la Chine. Et même sur le bio, avec les États-Unis, les deux leaders mondiaux, en gros. La géothermie, c'est les États-Unis, la Turquie qui développent ça, parce qu'il faut des terrains, soit des zones de rift, soit des zones de subduction, principalement pour avoir de la géothermie. En France, on est en retard, probablement à cause de notre politique de production par le nucléaire. Et on est dominant dans à peu près aucun des sujets d'énergie renouvelable actuellement. Il y a d'abord une question d'échelle, évidemment. Si on regarde une famille, ça paraît difficile de faire une autonomie énergétique à cette échelle, surtout que la majorité de la population vit dans des villes. À l'échelle d'une région, ça paraît encore trop petit. À l'échelle d'un pays, certains pays peuvent envisager ça, d'autres non. Mais de manière générale, l'autonomie est un excellent objectif parce que ça fait aussi réfléchir à la sobriété énergétique, donc à changer nos mœurs pour dépenser moins l'énergie, et puis à l'efficacité, donc recherche et développement pour avoir des processus plus efficaces en général.
donc, c'est à moi que vous demandez de conclure. Moi, je pense que vous êtes complètement fou. 2050, pour moi, ça ressemble à rien. Enfin, ou plutôt si, ça ressemble alternativement au bonheur et à l'horreur. Et le bonheur, je suis pas tout à fait sûre qu'on va réussir à l'atteindre. Mais qu'est-ce que je vois, moi, maintenant? Je vois que la démocratie est en danger partout dans le monde, enfin, que le fascisme et les sociétés de contrôle sont en train de rôder des États-Unis à l'Europe en passant par l'Asie. Maintenant, je vois que l'homme ne se désincarcère toujours pas de ses mauvaises habitudes, que les politiques publiques ne sont toujours pas au rendez-vous des enjeux de demain, qu'on renfloue des activités climaticides et qu'après 10 semaines de confinement, la première chose qu'on nous a dite, c'est quand même sortez votre épargne forcée pour réinjecter 60 milliards d'euros dans l'économie française. Bon, maintenant, je vois qu'on grignote toujours et encore des espaces naturels. Je vois qu'on exploite les énergies fossiles pour les désirs d'une population toujours plus croissante. Je vois des inégalités partout. J'ai entendu là à l'instant qu'il y aura plus d'animaux sauvages en 2050, qu'on ira finalement exploiter jusqu'à la dernière goutte de pétrole, de gaz, d'uranium. Mais il va faire super chaud sur cette planète et tous les services rendus par les écosystèmes vont peu à peu partir se dissoudre, quoi. 2050, c'est vraiment aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que c'est ici et maintenant, dans le fait de se retrouver tous et surtout de se retrousser les manches pour agir, de relocaliser nos pensées, tout autant que nos vies, d'arrêter de penser grand, loin, d'apprécier chaque jour aujourd'hui parce que demain sera sûrement pire, de tricoter des réseaux d'entraide dès maintenant pour amortir les chocs, de s'y mettre sans attendre de ces fameux gouvernements qui partent à l'urgence sans réellement comprendre en fait de quelle urgence il s'agit, d'innover où on est, de faire sans permission et surtout de ne pas oublier d'être heureux. Parce que comme on dit chez les Kennedy, on ne va pas se laisser abattre. Voilà.